Madame, Messieurs, bonjour. Vous suivez une des meilleures chaînes dans l'Est de la République démocratique du Congo, Wab Info Télévision. Vous savez, nous vous informons tous les jours sur des questions et à la sécurité, à l'économie, au social, mais pourquoi pas au sport. Vous le savez très bien, dans un communiqué signé par les ministres des Affaires étrangères du gouvernement qatarien, les Qatar vient de réagir sur le communiqué qui a été bien évidemment signé par les deux parties à conflit. Je parle du gouvernement congolais et le M23 dans les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est notre sujet de cet avant-midi. Nous allons en discuter avec notre expert. Il est également notre consultant en matière de défense et sécurité. Monsieur Nikez Kibelbel est déjà ensemble avec nous sur ce magnifique plateau de Web Information TV. Bonjour Nikez et bon arrivée. Bonjour confrère. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois sur ces plateaux de Web Information Télévision. Vous avez suivi tout comme nous, vous avez lu tout comme nous les communiqués du gouvernement qatarien qui se réjouit bien évidemment de l'issue d'abord de la première partie des négociations du Qatar entre le gouvernement congolais et le M23. Dites-nous les analyses en gros que vous portez à ce sujet. Oui, merci beaucoup. Je dirais de bonne guerre, mais c'est normal que le gouvernement qatarite puisse se réjouir parce que le Qatar a volé la vedette à l'Union africaine. C'est le Qatar qui a mis autour d'une même table les protagonistes. D'abord le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo et le président Paul Kagame du Rwanda. Et après, les experts du gouvernement congolais et l'AFC M23. Donc, le Qatar qui les réunit, le Qatar qui est à l'avant-plan pour une solution à la fin de la crise en RD Congo, disons oui, en RD Congo, ne peut que se réjouir lorsque le protagoniste arrive à parler le même langage. Donc, dans un premier temps, c'est une réjouissance, c'est une joie légitime, c'est une joie pour celui qui a mis les deux protagonistes ensemble, dont il ne peut que se réjouir. Et alors, ça, on veut dire que les négociations du Qatar vont poursuivre au détriment des négociations réunies, disons, initiées par l'Union africaine. Alors, c'est ça la problématique. L'Union africaine en désignant Faure Gnassingbé comme médiateur, le président togolais, merci, l'Union africaine veut que la solution aux problèmes africains soit africaine. Mais depuis ces jours-là, depuis la désignation du président Faure, il a été à Kinshasa rencontrer le président Félix Tshisekedi. Il se prépare, il s'apprête à aller au Rwanda rencontrer le président Paul Kagame. Mais le Qatar a une avance sur les négociations. Parce que le Qatar a réussi à mettre, vous savez, pour rappel que la dernière rencontre qui devait se dérouler à Luanda, en Angola, entre le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda, le 14 décembre n'a pas eu lieu. Alors, depuis... Le président rwandais n'était pas venu. Le président rwandais a refusé de se présenter. Et depuis, ça a posé des problèmes. Il y a eu les affrontements de Goma, de Bukavu, et tout ce que vous voulez. Bon, aujourd'hui, le Qatar est en avance parce qu'il a réussi à les mettre ensemble. Donc, c'est comme nous l'avons dit, c'est une joie. Et comme vous posez la question, c'est-à-dire aujourd'hui, il donne le pion à l'Union africaine. Mais la question, est-ce que le Qatar seul peut trouver la solution aux problèmes africains sans l'Union africaine? Et c'est toute la problématique de ces dialogues. C'est pourquoi les gens disent qu'il faut combiner tous les efforts pour arriver au même fin, au même but. Mais vous savez aussi, il y a un principe qui dit tout chemin mène à Rome. Peut-être le chemin de Qatar va mener à Rome pour la paix. On va voir. Est-ce que le Qatar lui-même peut mettre fin à cette crise dans l'Est de la République démocratique du Congo? Alors, le Qatar, c'est comme on dit, il y a un adage qui dit, quand vous voyez les poussins comment faire ceci, c'est-à-dire que c'est leur mère, la poule est là. Le Qatar seul ne peut pas. Et le Qatar doit naturellement bénéficier du soutien américain. Peut-être nous arriverons à ce stade-là. N'oubliez pas que le 22, si je ne me trompe pas, le 21 ou le 22 avril, le ministre des Affaires étrangères
du Qatar est allé aux États-Unis rencontrer le représentant Afrique de Donald Trump. Donc, le Qatar seul ne peut pas trouver la solution. Naturellement, il aura des appuis de plus grands que lui, des grandes puissances, pour faire peser la balance pour arriver à la solution. Aujourd'hui aussi, on parle des minéraux que les Américains veulent exploiter au Congo. Donc, le Qatar est comme aussi un sous-traitant d'une grande puissance qu'on peut ne pas citer, qui est les États-Unis. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Niquez. Est-ce que le Qatar a vraiment raison de se réjouir de cet accord bilatéral, bien évidemment, qui a été signé au Qatar? Alors, est-ce qu'il a raison de se réjouir? Bon, il peut se réjouir parce qu'on ne peut refuser à personne de se réjouir. Mais est-ce que nous, les Congolais, nous nous réjouissons? Donc, la question nous revient. Pourquoi? Parce que quand nous lisons le communiqué est flou. C'est-à-dire le communiqué ne donne pas un agenda, ne donne pas une suite aux négociations. Le communiqué dit seulement nous allons. C'est vraiment une litanie de bonnes intentions. Alors, pour que le Qatar se réjouisse, selon l'entendement des Congolais, il faut un calendrier. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez signé le communiqué conjoint, dans 2 semaines ou dans 1 mois, vous devez vous retrouver, parce que ceux qui vivent dans les zones qui sont sous occupation de l'AFCM 23, mais ils vivent les calvaires. Vous imaginez que des enseignants, par exemple de Saké, de Massissi, qui ne sont pas payés depuis janvier 2025 et qui sont, par cet amour du métier, en train d'enseigner. Vous savez qu'on ne peut plus sortir de la ville de Goma, parce que, et même de Bukavu par l'aéroport, parce que les aéroports sont pratiquement inopérationnels. Donc, tout cela, vous savez que la ville de Goma est asphyxiée. Vous savez que chaque jour, on pleure de morts, on parle de l'insécurité. On veut que cette situation se termine. Donc, si on se met du côté des Congolais, on dit la réjouissance du Qatar ne nous émeut pas, ne nous profite pas parce qu'il n'y a pas un calendrier. Donc, il faut un calendrier qui montre qu'à telle étape, il y aura ceci, il y aura cela. N'oubliez pas que la SADC avait signé, appelons ça un accord avec l'AFCM 23, pour rendre l'aéroport de Goma opérationnel. Aujourd'hui, personne n'en parle. Donc, les bonnes intentions, on peut les avoir, puisque même en enfer, ceux qui ont déjà été là-bas disent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce qui compte pour nous, c'est des faits. Ce qui compte pour le peuple congolais, c'est de voir un Congo uni, un Congo indivisible, où le peuple peut se mouvoir comme il veut et où surtout les déplacés des guerres, où surtout ces populations qui souffrent depuis 30 ans puissent quand même avoir le sourire. La signature de cet accord veut dire ça met fin, disons, au processus de Luanda, ou bien le processus de l'Union africaine qui est en train d'être facilité par les présidents togolais. Alors là aussi, nous avons des problèmes parce que l'accord, c'est entre un État, qui est la République démocratique du Congo, avec un groupe rebelle. Or, vous savez que... On les a pas quand même considérés comme groupe rebelle dans ces communiqués du gouvernement. Tant mieux, mais ils sont des rebelles. Parce que si vous n'êtes pas... Si deux pays, 2 États discutent, comme on a vu le président Tshisekedi et le président Kagame, c'est 2 États, l'État rwandais et l'État congolais. Mais aujourd'hui, nous avons le gouvernement congolais et avec les rebelles qu'on appelle le groupe insurrectionnel. Ils s'appellent révolutionnaires. Qu'ils soient révolutionnaires, mais quand on a pris les armes, ce sont des rebelles. Ils ont pris les armes. La preuve est que le gouvernement congolais ne peut pas arriver à Goma. Ça, c'est la preuve. Ils peuvent être révolutionnaires. La révolution s'est faite avec du sang, avec les armes. C'est un mouvement insurrectionnel. Les libérateurs. Libérateurs, on peut leur donner tout. Même on peut leur donner les synonymes ou l'épithète de Dieu, sauveur, libérateur, tout ce que vous voulez. Mais c'est un mouvement insurrectionnel. Okay. Et d'ailleurs, la preuve est que c'est eux qui demandent au gouvernement congolais certaines choses. Notamment, vous savez qu'ils avaient déposé la liste des 700 personnes à libérer. C'est au gouvernement congolais qui demande. Ils reconnaissent qu'il y a un gouvernement. Alors que le gouvernement congolais ne le reconnaît pas comme gouvernement, mais le reconnaît comme groupe insurrectionnel. Okay. Donc le problème se pose, c'est qu'à un certain moment,
Parce que la crise, elle est non seulement congolaise, mais la crise est dans la sous-région. La question se pose, comme vous la posez très bien, est-ce que Qatar va se limiter aux deux protagonistes, c'est-à-dire le gouvernement congolais et les rebelles, ou Qatar va aussi prendre en compte la feuille de route de Luanda, qui implique le Rwanda. Parce que vous savez, nous revenons régulièrement à la résolution 2773, qui demande au Rwanda de retirer ses troupes, qui demande au Rwanda de quitter le sol congolais. Donc, si vous ne prenez pas en compte cette donne-là, cela signifie que vous ne pouvez pas réussir les négociations. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Niquez. Comment analysez-vous le fait dont, pour la première fois, le gouvernement congolais n'a pas considéré les M23 comme les battants, mais comme quand même un groupe qui revendique les droits, dans ce communiqué qui a été publié? Bon, c'est pourquoi j'ai dit que ces communiqués portent matière à réflexion, hein, c'est sujet à caution. Parce qu'un communiqué conjoint, c'est signe ensemble, il n'y a pas de témoins sur les communiqués. Et c'était signé d'ailleurs dans les pays, comme oui. C'est Lorenz qui a signé le communiqué d'IM23 alors qu'il était à Goma. Alors c'est-à-dire que dans les négociations, chaque partie essaie de laisser un peu de ses plumes, un peu de mettre de l'eau dans son vin, pour que finalement on arrive au bout. Parce qu'on peut tout dire, comme je l'ai dit, on finira par, l'AFCM 23 finira par demander au gouvernement congolais de faire ça. C'est-à-dire que la survie politique de l'AFCM 23 dépendra du gouvernement congolais. Parce qu'il demande l'amnistie. C'est le gouvernement qui peut accorder l'amnistie. Il demande qu'on lève les sanctions. C'est le gouvernement qui peut le faire. Il demande l'intégration dans l'armée. C'est le gouvernement qui peut le faire. Donc, il faut peut-être attendre les prochaines échéances, les prochaines rencontres pour comprendre effectivement comment les choses vont se passer. Et ça devrait se signer comme ça si c'était vraiment un communiqué conjoint ou bien un accord conjoint entre ces deux pays. Est-ce que le président, disons, le gouvernement congolais devrait signer son communiqué à Kinshasa et le gouvernement et les M23 bien évidemment ici à Goma? Ah mais c'est toute la question. C'est pourquoi nous disons que même la joie du Qatar pour les Congolais ne s'explique pas. Mais laissons le temps au temps. Voyons comment ça va évoluer. Nous attendons la prochaine convocation pour comprendre l'évolution et pour voir si, pour revenir à votre question sur l'Union africaine, pour voir si l'Union africaine finalement ne va pas récupérer le dossier, là où par exemple le Qatar sera au pied du mur. Voyons voir ce qui va se passer, mais nous ne sommes pas dupes, nous observons. C'est pas y aller en désordre et retarder encore une fois l'avènement de la paix dans l'Est de la RDC. Vous le savez, de l'autre côté, le Qatar avec son processus, il y a la fête des routes de Luanda avec le président togolais, l'Union africaine bien évidemment. Il y a également les prélats catholiques qui sont en train de faire aussi quelque chose. C'est pas y aller vraiment en désordre. Alors là c'est l'amalgame. Pour les catholiques et les protestants, mettons ça de côté parce que c'est une initiative privée, totalement privée. Okay. Mais prenons l'Union africaine. Vous imaginez que l'agression de la RDC, la violation de l'intégrité du territoire congolais, n'a jamais été condamnée par l'Union africaine, à part peut-être l'Angola, à part peut-être les pays de la SADC, pas l'Angola s'il vous plaît, à part le Burundi. Excusez-moi, le Burundi et quelques pays de la SADC qui ont envoyé des troupes. Donc l'Union africaine n'a jamais condamné. Alors, lorsque le président Joao Lourenço, qui a piloté la feuille de route de Luanda, qui était à quelques mètres de la solution, c'est la pirogue qui chavire jusqu'avant d'arriver au beach, au port. Le président Lourenço, lorsqu'il devient président de l'Union africaine, il dit, mais, bon, je caricature, mes efforts ne peuvent pas aller, ne peuvent pas tomber, l'énergie des pensées ne peut pas aller comme ça. Je prends quelqu'un d'autre, je prends Faure Gnassingbé. Celui-là, au moins, il peut continuer. Donc, nous avons aujourd'hui deux processus. Un processus de Doha, donc de Qatar, et un processus de l'Union africaine qui n'a pas encore démarré normalement. Alors, maintenant, il y aura télescopage, sûrement. Mais ce qui est plus important, parce que vous l'avez souligné, chaque seconde qui passe, c'est toujours pour la détresse des peuples congolais et surtout les populations qui sont à l'Est. Donc, les populations à l'Est singulièrement et généralement le peuple congolais a besoin de la paix. Hic et nous, maintenant, ici et maintenant. Donc,
ce qui compte, si on peut fusionner les deux processus pour arriver au résultat, tant mieux. Mais si on ne peut pas fusionner, il faut effectivement que l'un d'entre eux, c'est-à-dire soit le Qatar, soit l'Union africaine, puisse prendre le dessus sur l'autre. C'est ce que les Congolais veulent. Les Congolais n'ont pas besoin de savoir la beauté du visage de tel ou tel. Les Congolais, ce qui convient pour eux, ce qui compte pour eux, c'est le résultat, c'est la paix pour que la vie reprenne normalement. Monsieur Nikes, vous le savez, vous êtes notre consultant en matière de défense et sécurité. À chaque fois que le M23 annonce les cessez-le-feu, c'est bien lui qui les viole. Donc, il y a toujours les affrontements qui recommencent toujours avant la fin de ces cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous pensez ou bien quelles sont les garanties qui peuvent rassurer la population congolaise que cette fois-ci, ce cessez-le-feu sera respecté? Alors, nous l'avons dit ici que la joie du Qatar est une joie que le peuple congolais n'apprécie pas ou ne tolère, enfin pas tolère, c'est un peu trop dire, mais le peuple congolais ne le prend pas au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun calendrier. Et comme il n'y a aucun calendrier, les engagements des uns et des autres ne sont pas suivis d'un programme ou des sanctions. Là, le peuple congolais revient toujours sur les sanctions de l'Union européenne, sur les sanctions des Américains, ainsi de suite, parce que nous le savons, sans sanctions, les choses ne vont pas marcher. Et vous le savez très bien, que qui veut la paix prépare la guerre. On continue à recruter dans l'espace contrôlé par l'AFCM 23. On recrute chaque jour. Cela signifie qu'effectivement, dans la tête des uns et des autres, et surtout dans la tête de l'AFCM 23, la paix ne peut être obtenue d'abord que par les armes. Une paix armée. Donc nous disons que pour le peuple congolais, la déclaration conjointe là, ne représente pas grand-chose. C'est vrai, on dit c'est un pas, mais il n'y a pas de mesure d'accompagnement. C'est pourquoi le peuple congolais veut la paix et veut voir jusqu'où ira le Qatar, jusqu'où iront les négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Donc c'est l'observation pour voir. C'est comme dans, bon, même pas dans un match de football, même les téléspectateurs sont actifs. Nous, on observe, et si le Qatar arrive à trouver la solution, on va applaudir. On va applaudir. Ouais. Alors, dites-nous, monsieur Nikes Kibebel, comme le Qatar s'est réjoui de la signature de cet accord, on peut dire qu'il n'avait pas vraiment, il ne pensait pas que ces deux protagonistes signeraient cet accord. Alors, le Qatar se réjouit effectivement parce que le Qatar, si les deux protagonistes signent chacun chez lui, alors qu'ils étaient tous au Qatar, à Doha. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, c'est la grande question. Quelle analyse faites-vous sur ça? Non, cela signifie simplement qu'au niveau de Doha, ils ne s'étaient pas mis d'accord. Ah bon? Mais oui, parce que pourquoi ils n'ont pas signé à Doha? Ils ont passé 2 semaines là-bas, 10 à 15 jours, les deux délégations. Ils étaient là-bas. Pourquoi ils ont signé chacun là où ils se trouvent, au chef-lieu de ces institutions? Le gouvernement congolais a signé à Kinshasa, vous l'avez souligné ici. Et Lawrence Kanyuka, le porte-parole qui a signé comme point focal de l'AFCM 23. Je ne sais pas s'il était au Qatar ou s'il est resté. On le voit sur le terrain. On le voit sur le terrain. Donc, il n'est pas allé là-bas. Alors, vous comprenez que, et comme nous disons aussi, le témoin n'a pas signé. Le témoin, c'est le Qatar. Donc, c'est normal qu'il se réjouisse. C'est-à-dire, lui-même était en déphasage, il était au bout de la peine, il croyait déjà avoir tout perdu. Et pouf, comme par miracle, il apprend que les deux délégations ont signé. Alors il applaudit. Il revient au milieu pour dire « j'ai fait du travail ». De toute façon, il a fait quelque chose. Parce que c'est chez lui qu'on s'est retrouvé. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a signalé que c'était un communiqué conjoint, donc un accord conjoint entre le gouvernement congolais et le M23. Pensez-vous que cela avait un caractère conjoint? Mais nous le disons, le caractère conjoint peut-être s'explique parce que les deux communiqués ont les mêmes mots. Les mêmes mots. Les mêmes. Et c'est normal que ce communiqué ait les mêmes mots. Ah oui, c'est normal. Si le communiqué est conjoint, il doit avoir les mêmes mots. Avec les mêmes signatures. Non, ce qui est anormal, c'est que le communiqué n'est pas signé au même endroit.
mais c'est le même communiqué avec le même mot, mais qui n'est pas signé au même endroit et qui n'a pas de témoins. Et comme c'est le M23 qui a été premier à publier les communiqués, là, on veut dire que c'est le gouvernement congolais qui aurait copié les textes. Non, 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 non. Bon, vous savez, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, à l'ère de la vitesse, si vous voulez. Publier avant ne signifie pas que vous avez raison. Parce que quand le M23 a publié, il fallait que le gouvernement congolais aussi réagisse. Le M23, c'est une petite structure, c'est une microstructure. Un gouvernement, c'est une macro-structure où il faut passer par tous les affaires étrangères, tout ça, les défenses et sécurité, et ainsi de suite, jusqu'au commandant suprême, au président de la République, qui doit apprécier. Donc, ce qui est plus important, c'est que les deux communiqués disent que c'est signé le 23 avril. Les mêmes mots. Le même mot, la même date. À Goma, signé le 23 avril. À Kinshasa, signé le 23 avril. Donc, on n'a pas à se précipiter parce que tout dit la même chose. Donc, qu'on ait publié avant ou qu'on ait publié après, ça ne change rien parce que tout dit la même chose. Voilà, Monsieur Nikezo, quelle est la suite des négociations et sur quel calendrier? Alors, c'est là toute la problématique. C'est tout ce que nous venons de dire. Le Qatar, vous avez dit, il s'est réjoui. Il a fait un communiqué, il s'est réjoui. Bon, il lui revient de nous dire dans combien de temps les deux protagonistes vont se retrouver et sortir quand même un calendrier parce qu'on ne peut pas naviguer sans boussole. On a besoin de la boussole pour savoir. Et les analystes aussi doivent suivre. Si on dit X-10 comme on faisait à l'école secondaire en mathématiques, avant d'aller aux vacances, on dit bon, X-10, X-9, ainsi de suite. Nous devons savoir X- combien égale la fin des négociations. Les connus et les inconnus. Les connus et les inconnus. Alors, jusque-là, nous sommes sur notre soif. Nous attendons que les Qatar nous disent quand est-ce qu'ils vont se réunir encore et on va suivre. Le caractère secret du Qatar, j'y reviens encore une fois, Monsieur Nikez. On en a parlé la fois dernière dans une autre émission. Est-ce que vous pensez que le secret dans ces négociations qui se passent au Qatar est très important dans ce stade? Oui, vous savez, le secret fait partie de la stratégie. Dans l'art de la guerre, le secret, la discrétion, c'est des mots qu'un stratège doit avoir. Et lorsque le caractère secret est imposé, parce que généralement, comment ça se passe? Je ne sais pas si là-bas aussi ça se passe ainsi. Vous entrez, allez, tout le monde, téléphone fermé. Pas de communication avec l'extérieur. Ce caractère secret, c'est une bonne affaire parce qu'avec l'expérience que nous avons, je vous l'ai déjà dit ici, que ce soit à Sun City, que ce soit à Munyonyo, à Sun City, le RCD négociait avec un Rwandais dans le couloir. Il s'appelle Jean Damascène. Dans le couloir, quand ça ne marchait pas, on voit directement tous les RCD dire non, 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 nous sortons. Ils sortent effectivement parce qu'ils doivent faire le rapport à Kigali avec la ligne de conduite tracée par Kigali. On l'a vu aussi à Munyonyo en 2012. Moi, j'étais là. Finalement, il n'y avait plus de négociations directes entre le M23 et le gouvernement congolais. Le M23 était à son hôtel. On s'envoyait des textes. Oui, la question... Qui écrivait pour le M23? Parce que quand vous regardez les réclamations du M23, par exemple, quand il dit ah non, il faut mettre fin au FDLR ou bien ils prennent position pour le Rwanda, on leur dit le Rwanda est un État qui doit négocier avec l'État congolais. Vous n'êtes pas un État. Donc ne posez pas le problème du Rwanda. Et là, il faut marche-retour. Donc, le secret, la discrétion font partie de la stratégie et il faut bien qu'il y ait ça pour que les choses avancent. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Si on vous enferme, bon, le terme n'est pas celui-là, mais si on vous garde dans une même salle, sans communication avec l'extérieur, est-ce que le vôtre sur terrain, ils vont accepter parce que les négociations, c'est la ruse, c'est le rapport de force. Est-ce qu'ils vont accepter ce que vous allez présenter là-bas? Vous voyez, donc c'est au fait ça, parce que lorsqu'un mouvement insurrectionnel a un pied dedans, un pied dehors, ça pose problème. Et même pour le gouvernement. Si les experts négocient et que le président de la République n'est pas d'accord, il ne va pas accepter. On a vu même à Luanda, les experts ont négocié et quand les ministres des Affaires étrangères sont arrivés et dit non, non, pas ça, on a repris les négociations. Donc,
la discrétion, c'est une bonne chose. Alors que la fois dernière, je pense que vous y étiez aussi à Kampala, quand le gouvernement congolais négociait, à l'époque de Kabila, négociait avec les M23. On permettait les journalistes d'aller participer aux négociations, donner les rapports chaque soir. Mais vous allez voir, c'est peut-être ce qui a fait à ce que beaucoup de médias tombent dans un fake news la fois dernière. Beaucoup de médias ont été informés que les processus du Qatar ou bien les négociations du Qatar ont avorté, M. Niquez. Alors, on ne permet pas aux journalistes de participer. Les journalistes viennent, ils prennent des photos, ils prennent des images, et ils sont dehors. Mais l'avantage que les journalistes qui couvrent une telle négociation ont, c'est dans le couloir. Et quand on voit des gens qui murmurent, les protagonistes qui sortent en colère, tout ça, nous ne sommes pas d'accord, au moins les journalistes peuvent interroger tel ou tel. Et alors, vous savez, les journalistes sont des fouinaires, ils ont aussi leurs canaux, même si c'est à huis clos, tel peut livrer l'information à tel journaliste en disant voici comment ça se passe, ainsi de suite. Et à la fin, il y a toujours un petit point de presse qu'on donne pour expliquer si ça évolue, si ça n'évolue pas, si ça marche, si ça ne marche pas. À Mounion, par exemple, il y a le ministre de la Défense de l'Ouganda, Crispus Kiyonga, qui sortait, qui disait un mot. Il y a l'abbé Malumalu qui communiquait. Du côté de M23, il y avait François Rukogozi qui parlait, Rukogoza, je pense, et puis ainsi de suite. Mais il y avait aussi les journalistes, c'est fait des amis. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils viennent vers les journalistes parce que la force du journaliste, c'est quoi? C'est qu'il récupère toutes les doléances ou bien il compatit à celui qui est faible et qui se plaint. Les journalistes ramassent tout cela et dans tout ce qui se passe dans le couloir. Donc voilà un peu. Alors, ce qui s'est passé au Qatar, à Doha, effectivement, les journalistes n'y vont pas. À moins que des journalistes eux-mêmes payent leurs billets. Parce qu'il est plus facile pour nous d'aller à Kampala. Vous prenez le bus, vous prenez l'avion. Il est plus facile que d'aller à Doha. Si vous n'avez pas assez de moyens. Et puis surtout si c'est à huis clos. Alors, si les journalistes ont parlé d'un échec, c'est parce qu'effectivement, on n'avait pas communiqué. Alors, d'où est venu ces fake news? Même la radio Okapi avait publié. Même est-ce que c'est un fake news? C'est pas un fake news. C'est pas un fake news? Non, c'est pas un fake news. Pourquoi? Parce que c'est vrai, les négociations ont avorté au Qatar? C'est pas avorté, ont échoué. Ont échoué au Qatar. Parce qu'ils ont fait 10 jours. Et vous-même ici, dans la question que vous me posez, vous soulevez un point essentiel. Que Kinshasa a signé à Kinshasa le 23 avril et Goma a signé à Goma, disons le M23 a signé à Goma le 23 avril. Ils n'ont pas signé au même moment et il n'y a pas de signature des témoins. Alors que les négociations, Qatar, ils ont quitté Qatar le 18 avril. Ah bon? Donc vous comprenez que ce n'était pas des fake news. Effectivement, ils ne se sont pas mis d'accord sur le sol qatari. Donc on peut dire qu'ils ne vont pas y revenir ou bien il y a beaucoup de risques qui n'y reviennent pas. Non, il y a toujours des pressions qu'on fait sur les protagonistes qui finissent, vous savez, je l'ai dit, chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin. Ils vont retourner parce que c'est les Qatar qui parrainent jusqu'à preuve du contraire. Voilà, Monsieur Niquez, nous sommes à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire en conclusion. Bon, ce qui est plus important pour le peuple congolais, singulièrement pour les Congolais de l'Est, c'est que les choses évoluent positivement pour qu'on arrive une fois pour toutes à la paix. Mais la paix au Congo implique la paix dans la sous-région. Nous sommes dans la CPGL formule Mobutu, nous sommes dans la CIRGL formule actuelle. Donc, il faut prendre en compte les données internes et externes pour arriver à une paix définitive après 30 années de bouleversement, 30 années de bouillonnement de la sous-région des Grands Lacs. Merci beaucoup, Niquez. Grand a été notre honneur de vous recevoir encore une fois sur ce magnifique plateau de Wab. Plaisir partagé. Voilà, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir regardés, partagé nos publications et cela ne fera du mal à qui que ce soit. Merci et à tous et à chacun. Au revoir.